Cette vidéo est consacrée aux ressources du TD2, consacrées au démarrage direct. Alors le sujet de ce TD, c'est un pont racleur. Le pont racleur tourne en permanence, actionné par un motoréducteur qui est placé en périphérie. On a donc un moteur de petite puissance. Ici, le moteur fait 0,37 kW. Un réducteur de vitesse qui va permettre d'adapter le couple et la vitesse aux besoins. Et puis enfin, un galet qui repose sur le tour bétonné de l'ouvrage. Dans cette situation, il n'y a pas de contrainte mécanique importante. On va donc utiliser un procédé de démarrage pour le moteur qui est très simple et qui s'appelle le démarrage direct. Enfin, la dernière remarque à formuler, c'est que dans cette situation, le moteur tourne en permanence puisque le pont racleur fonctionne en permanence. Alors la première de ces ressources, c'est un tableau qui donne les caractéristiques des moteurs à synchro. Pour l'exemple, ici, je vais choisir le premier des moteurs de la liste. C'est un moteur de 120 watts. Et nous allons nous intéresser à ses caractéristiques. Alors ce qui est à remarquer dans le tableau qui est fourni ici, c'est qu'on a un certain nombre de données. Et parmi ces données, eh bien, le fabricant ici fournit plusieurs valeurs pour le facteur de puissance et plusieurs valeurs pour le rendement. Alors la raison est la suivante. Selon l'usage que l'on va faire du moteur, la puissance mécanique va être différente. Par rapport aux 120 watts nominaux de ce moteur, eh bien, on va pouvoir ici distinguer trois cas. Le cas où on emploie le moteur à sa puissance nominale, donc ici 120 watts. Le cas où on emploie le moteur aux 3/4 de sa puissance nominale, ce qui fait ici 90 watts. Et enfin, le cas où le moteur est utilisé à la moitié de sa puissance nominale. On aura donc dans ces trois cas des données fournies qui nous permettront de faire un certain nombre de calculs. Mais avant ça, on peut examiner les données qui sont fournis par le constructeur. On a un certain nombre de caractéristiques mécaniques et électriques, à commencer par la vitesse nominale, exprimée en tours par minute, le couple nominal, qu'on appelle ici le moment, le terme exact est le moment du couple. Remarquez l'unité, qui est bien l'unité d'un couple. L'intensité nominale, et il faut remarquer que cette intensité est donnée pour une tension d'alimentation de 400 volts. Donc les différentes valeurs du facteur de puissance et du rendement, et enfin ici la valeur du rapport entre intensité de démarrage et intensité nominale, entre le couple de démarrage et le couple nominal, et le couple maximum et le couple nominal. Enfin, pour terminer, un certain nombre de données mécaniques comme l'inertie que nous n'exploiterons pas, la masse et puis le bruit engendré par le moteur. Alors, on va faire maintenant quelques remarques sur ces différentes données pour remarquer, pour observer finalement comment les employer. Alors, pour commencer, on va s'intéresser aux facteurs de puissance, au rendement. On constate que le rendement, comme le facteur de puissance d'ailleurs, augmente lorsque la puissance fournie augmente. Alors ceci peut se retrouver sur les caractéristiques d'un moteur asynchrone.
Si on prend la valeur du rendement nominal, donc le rendement pour 100% de la puissance, eh bien on voit effectivement que pour la moitié de la puissance, on a un rendement un peu plus faible, et pour les 3/4 de la puissance, un petit peu plus faible que le rendement nominal. Et de la même manière, on peut constater que le facteur de puissance va diminuer en fonction du régime d'emploi du moteur. Les autres remarques que l'on peut faire sur ces caractéristiques, c'est qu'on voit que le rendement et le facteur de puissance deviennent assez faibles en dessous de la moitié de la charge mécanique nominale, ce qui justifie de ne pas utiliser un moteur dans cette zone-là. Alors on peut faire certains calculs simples grâce à ces informations-là, et notamment ici, pour l'exemple, on va s'intéresser à une situation en particulier, le moteur ici de 120 watts utilisé avec une charge correspondant à la moitié de la charge nominale. Donc avec une valeur du rendement et du facteur de puissance qui sont celles qui sont entourées maintenant. Grâce à ces données, on peut recalculer assez facilement les valeurs du courant absorbé par le moteur. Alors on va commencer par calculer la puissance absorbée en utilisant cette relation. On connaît ici la puissance utile, c'est 60 watts. On connaît le rendement, c'est 0,468. Le rendement ici est donné en pourcentage, et bien sûr il nous faut un nombre inférieur à 1 pour pouvoir faire les calculs. Donc de ces données, on peut recalculer la puissance absorbée, qui est donc égale à la puissance utile divisée par le rendement, ce qui va donner 128,2 watts. Alors on peut remarquer que le rendement étant faible, eh bien la puissance absorbée est largement supérieure à la puissance utile. On peut maintenant calculer l'intensité absorbée par le moteur. On est en triphasé, l'expression de la puissance absorbée est la suivante, P égale UI racine de 3 cosinus phi. Et de cette relation, on va tirer l'intensité, qui sera donc égale à la puissance absorbée divisée par U racine de 3 cosinus phi. Avec les données ici, on trouve une intensité de 0,39 ampères. Deuxième ressource, le démarrage direct. Alors le principe d'un démarrage direct, c'est excessivement simple. Premier élément, le couplage des enroulements est effectué définitivement. On emploie des barrettes de couplage de façon à assembler les enroulements du moteur, soit en étoile, soit en triangle. Et puis, pour démarrer le moteur, il suffit d'appliquer directement la tension aux enroulements du moteur. Alors bien évidemment, il faut respecter les conditions de sécurité, protéger le moteur, employer des moyens de commande adaptés, mais il n'y a pas de contrainte particulière. Alors dans ces conditions, le démarrage du moteur s'effectue selon les caractéristiques naturelles du moteur. Au démarrage, on va avoir une intensité absorbée
relativement importante, de l'ordre de 6 fois l'intensité nominale. En pratique, ça peut être de 4 à 8 fois l'intensité nominale. Et au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse, l'intensité va décroître jusqu'à atteindre la valeur nominale. En ce qui concerne le couple accélérateur est important. On a un couple moteur élevé comparativement au couple résistant. Et la différence entre le couple moteur et le couple résistant reste importante pendant une grande partie du démarrage. On a donc une forte accélération pendant toute la durée du démarrage. Lorsqu'on atteint la vitesse nominale, on obtient également le couple nominal. Alors il existe différents moyens de commander la bobine du contacteur qui va permettre le démarrage et l'arrêt du moteur. Selon les fonctionnalités choisies, eh bien on aura différentes solutions. Alors la première solution, sans doute la plus rustique, mais néanmoins une solution fonctionnelle, c'est celle d'utiliser un interrupteur. Alors en pratique, un interrupteur dans l'industrie, ça se présente plutôt sous la forme d'un bouton tournant. On va donc avoir ici un symbole qui représente un bouton tournant. Et donc ce bouton tournant est utilisé pour commander la mise sous tension de la bobine du contacteur qui pilote elle-même le moteur. Alors c'est une solution très simple, mais qui présente toutefois un inconvénient. En cas de coupure du réseau, l'interrupteur reste fermé, et au retour du réseau, la bobine est à nouveau alimentée, ce qui remet en fonction le moteur associé. Ça peut être problématique d'un point de vue de la sécurité pour les personnes, notamment si le moteur présente des pièces mobiles accessibles. Cette solution n'est donc désormais plus celle qui est privilégiée. La deuxième solution consiste à utiliser des boutons poussoirs pour effectuer la commande, marche et arrêt du moteur. Alors le circuit va être constitué d'un bouton arrêt, d'un bouton poussoir arrêt. Ce bouton poussoir est de type normalement fermé. Un bouton poussoir de type normalement ouvert qui est le bouton marche. Et enfin, un contact spécifique. Ce contact appartient à la bobine qui est pilotée. On l'appelle le contact d'auto-alimentation. Ce circuit forme une fonction mémoire dont le fonctionnement est très simple. Dans un premier temps, on va actionner le bouton marche, ce qui va permettre l'alimentation de la bobine et donc la fermeture du contact de KM1. Dans ces conditions, le moteur est commandé et lorsqu'on va relâcher le bouton poussoir, le courant va continuer à circuler par l'intermédiaire du contact KM1. La bobine reste alimentée. Lorsqu'on veut couper le moteur, il suffit d'actionner AT, ce qui ouvre le circuit, et en ouvrant le circuit, eh bien, on coupe l'alimentation de KM1, le moteur s'arrête. Un autre moyen de commande, c'est d'utiliser un contact d'automate programmable. Dans les automates programmables, on dispose d'un certain nombre de contacts qui sont librement exploitables
et qui peuvent donc être utilisés pour alimenter un moteur. On utilise donc le contact en le branchant simplement comme un interrupteur de façon à piloter le fonctionnement du contacteur. Alors c'était une petite présentation des moyens de commande. Il est bien évident qu'on peut ajouter différents éléments de sécurité dans les circuits de commande des relais, et nous verrons ce genre de situation dans le cadre de ce TD notamment. On peut donc notamment utiliser des contacts comme des arrêts d'urgence ou des éléments de sécurité qui par exemple surveilleront que les pompes sont bien amorcées ou que l'ordre des phases est le bon. Dernier élément, c'est l'utilisation d'un réducteur de vitesse. Alors, un réducteur de vitesse, c'est la situation qu'on observe le plus souvent, hein, c'est un ensemble d'engrenages qui vont modifier les caractéristiques mécaniques d'une transmission. On va voir que deux grandeurs sont importantes en ce qui concerne la transmission par engrenage. La première grandeur importante, c'est le rapport de réduction. Alors on le note généralement R, et ce rapport de réduction, hein, c'est tout simplement le rapport des vitesses. Alors en France, ce rapport des vitesses, hein, c'est la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée. Attention, hein, il y a des pays, il y a des fabricants qui utilisent une autre normalisation qui correspond à l'inverse. Bien évidemment, la valeur de R est plus petite que 1 dans le cas d'un réducteur de vitesse. La deuxième grandeur importante pour un réducteur de vitesse, c'est son rendement. Et comme d'habitude, le rendement s'exprime comme étant le rapport des puissances en sortie divisé par la puissance en entrée. Ici, il s'agit de puissance mécanique, que ce soit en entrée ou en sortie. On a donc, pour expression de P1 et de P2, un produit couple vitesse angulaire. Un petit rappel sur les unités. La puissance ici s'exprime bien évidemment en watts, le couple en newton-mètre, et la vitesse angulaire en radians par seconde. Alors à l'aide de ces relations, on peut retrouver toutes les informations nécessaires dans une transmission par engrenage.